la parole au lieutenant-colonel Thibault, que je vais d'abord présenter. Le lieutenant-colonel Thibault est officier supérieur de l'armée de l'air et de l'espace. Il a tout d'abord débuté sa carrière en escadron de chasse Mirage 2000D, puis a continué au centre d'expertise aérienne militaire en tant qu'officier géographe, avant d'arriver à l'établissement géographique interarmées, où il est aujourd'hui chef de la partie expertise, programme géographique et système. Il est aussi titulaire d'un diplôme d'ingénieur en sciences géographiques et spécialisé en développement d'outils cartographiques. Il met à profit les compétences acquises pour notamment développer de nouvelles solutions cartographiques adaptées aux forces. Voilà, il nous présentera donc différents cas d'usage en nous parlant de préparation de missions tactiques, analyse terrain, coordination de mouvements aéroterrestres, mais je n'en dis pas plus. Je vais lui laisser de suite la parole. Bonjour, je vous donne la main. Bonjour Sofiane, bonjour à tous, merci bien. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Très bien, le son est très clair et on voit votre Parfait. présentation. Et on voit, je mets la présentation directement. Parfait. Écoutez, merci beaucoup pour cette petite présentation. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, donc sur les différents scénarios que je vais vous présenter et qui représentent, on va dire, des cas d'usage en effet qui sont au sein du ministère des Armées. Je vais tout d'abord présenter un petit peu mon parcours pour comprendre, et puis j'aborderai un petit descriptif de l'unité pour contextualiser un petit peu ma présentation. Puis je passerai donc sur les deux scénarios que je vous ai préparés. L'un va être plus sur en fait l'analyse terrain et tactique d'un itinéraire routier, et le deuxième ce sera plus sur la préparation tactique d'une mission aérienne. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a aucun secret d'État dans les scénarios qui ont été effectués. Ils sont tous fictifs et ont été intégralement inventés par mes soins. Alors, tout d'abord, mon petit parcours et mon expérience au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Alors après avoir intégré l'école de l'air, donc j'ai en effet été affecté en escadron de chasse à Nancy, donc sur Mirage 2000D. Là, j'avais pour rôle en fait de préparer en fait le cadre tactique des missions aériennes. Et puis après, j'ai voulu en fait me spécialiser en sciences géographiques, et j'ai suivi un cursus d'ingénieur à l'École nationale des sciences géographiques, où je me suis spécialisé en développement informatique de SIG. Puis je suis revenu en fait au sein du ministère des Armées, au centre d'expertise aérienne militaire, donc à Mont-de-Marsan, où j'ai été en charge du suivi programme, on va dire, des programmes militaires, notamment dans le domaine de la géographie et dans le domaine de l'imagerie. Et j'étais également, comme vous l'avez dit, le référent géographe pour les programmes qui étaient étudiés au sein du centre d'expertise aérienne militaire. Et ma dernière affectation, c'est bien en effet l'établissement géographique interarmées que je vais vous présenter maintenant. Alors, l'EGI en question, c'est une unité qui est interarmée, c'est-à-dire on va trouver du personnel de l'armée de terre, du personnel de l'armée de l'air et de l'espace, et aussi de la marine nationale. Cette unité relève directement de l'état-major des armées, avec à sa tête donc le chef d'état-major des armées, donc le général d'armée Thierry Burkhardt, et, euh, et cette unité est stationnée donc sur la base aérienne 110 de Creil, qui est située donc dans l'Oise, donc au nord de Paris. Alors le GI a pour mission principale, bien évidemment, d'être en soutien géographique des forces, c'est-à-dire que notre rôle va être principalement de diffuser donc de la donnée géographique que nous détenons donc au sein de notre patrimoine, donc aussi bien pour les unités interarmées, pour l'armée de terre, pour l'armée de l'air et de l'espace, mais également pour la marine nationale. Alors, plus en détail, nous allons voir un petit peu nos deux missions principales. Donc, comme marqué sur la planche, le GI en charge de la production, de la validation, de la gestion et de la diffusion des informations géographiques terrestres et aéroterrestres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on produit de la donnée géographique, qu'elle soit papier ou qu'elle soit numérique, que nous la validons, nous la certifions, et enfin, nous la diffusons à tout militaire du ministère des Armées.
Pour cela, nous avons un site dédié qui permet de commander tout simplement des produits géographiques et nous extrayons en fait tous ces données, que ce soit en carte papier où nous les imprimons ou en numérique où nous extrayons de notre base de données. Puis nous copions tout simplement ces données numériques et nous les diffusons via des serveurs sécurisés, soit en FTP, soit en gravant tout simplement la donnée donc sur disque dur ou sur CD-ROM. Et enfin, notre deuxième mission principale, c'est la mission d'expertise technico-opérationnelle. Donc là, nous avons vraiment une mission d'expertise, c'est-à-dire que si nous avons des problèmes sur des produits géographiques en question, ben on a toute une équipe d'experts qui va pouvoir analyser cette donnée et qui va également donc représenter donc la France au niveau international sur l'étude des nouvelles normes géographiques. Eh bien, je suis à la tête de ce bureau d'expertise technico-opérationnelle à l'établissement géographique interarmées. Alors, une planche pour vous donner un petit peu les éléments sur l'apport de la géographie militaire au niveau interarmées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le GI essaie tout simplement de répondre aux besoins des armées de la façon la plus adaptée. Cet apport est au départ global, c'est-à-dire qu'on va essayer de répondre tout simplement aux besoins avérés donc sur les différents théâtres d'opération dans le monde, mais également sur les zones sensibles ou sur d'autres zones un peu moins, on va dire, un peu moins mises en avant, notamment par les médias. La deuxième chose, c'est un apport qui est standardisé, c'est-à-dire que nous répondons à des normes qui sont militaires, qui garantissent tout simplement notre interopérabilité vis-à-vis de nos différentes armées, mais également de nos alliés. Et le troisième apport, c'est vraiment un apport de performance, c'est-à-dire, bien entendu, vous le savez, avec l'accroissement de l'accès à de la donnée, hein, notamment en open source, la donnée vraiment en images satellites, en cartographie, etc., avec des volumétries qui sont très grandissantes, eh ben, nous devons en fait d'avoir des capacités de stockage et de gestion qui sont adaptées justement par rapport à l'ampleur des données que nous gérons. Et j'en viens donc aux 3 défis principaux de l'établissement géographique interarmées pour garantir cette performance du soutien. Le premier défi, c'est tout simplement l'anticipation et la réactivité. Bien sûr, lors d'un déclenchement de crise, il faut pouvoir préparer en fait toutes les données géographiques, qu'elles soient cartographiques, qu'elles soient d'images satellites, ou tout simplement pour nos entraînements au quotidien, donc pouvoir donner en temps et en heure les produits géographiques, qu'ils soient papier ou numériques, donc à nos différents clients, aux différents militaires, donc répartis dans les différentes unités. Le deuxième défi, c'est tout simplement la précision et la maîtrise de l'information. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous avons des données qui sont gérées à l'intérieur de notre patrimoine, qui sont validées. La donnée, ce n'est pas qu'une donnée brute en tant que telle, un géotif, un JPEG 2000, on en a entendu parler dans les précédentes interventions. Nos données sont accompagnées de métadonnées, de masques de qualité qui permettent de garantir en fait l'information géographique qui est située dessus. C'est notamment le cas d'OrthoImage où nous allons avoir par exemple une précision de localisation estimée du pixel pour chaque image. Et cette précision et cette maîtrise de l'information est absolument primordiale, notamment dans le domaine du ciblage. Et enfin, le troisième défi, c'est la diffusion qui doit être maîtrisée bien évidemment et qui doit avoir on va dire, on doit donner une certaine plus-value à cette donnée brute. Alors bien sûr, cette info-valorisation, nous essayons tout simplement de la mettre en valeur à travers des web services, comme vous pouvez le voir en fait les différents screenshots qui sont présentés. C'est-à-dire que nous allons tout simplement essayer de diffuser en fait des informations qui sont exploitées, qui sont abouties pour répondre au mieux aux besoins des opérateurs. Alors, en chiffres, qu'est-ce que cela représente au sein de Logi? Eh bien, tout simplement, nous avons 2500 demandes par an, demandes de produits cartographiques ou géographiques, et qui représentent à peu près, ça représente à peu près pour 500 entités du ministère des Armées.
Nous distribuons environ 160 000 cartes donc, par an. Donc soit nous les avons en stock, soit nous les imprimons tout simplement et nous les délivrons après par colis tout simplement aux unités destinatrices. Et nous distribuons chaque année pour toute la partie données numériques environ 99 téraoctets, quasiment 100 téraoctets par an. C'est-à-dire que nous extrayons donc ces données donc issues de nos serveurs, nous les copions donc sur disque dur ou sur un FTP directement disponible et nous les mettons, nous les diffusons donc à nos différents clients. Et notre patrimoine, bien sûr, représente en fait environ 2 millions de cartes qui sont stockées dans un entrepôt. Alors bien sûr, il y a des duplicata, mais ça représente quand même un volume assez conséquent de cartes. Et nous avons, pour la partie numérique, nous avons environ en base de données 1 million de produits. Alors bien sûr, il nous faut des SIG, des systèmes qui permettent de gérer l'ensemble de ces informations qui vont aussi bien du stockage jusqu'à la diffusion. Alors, quelles sont ces données géographiques que nous diffusons? Alors bien sûr, s'il y a une certaine évolution des données géographiques au cours du temps, le besoin initial du combattant notamment, c'était le besoin initial en géo, c'était tout simplement la carte du combattant. Qu'elle soit numérique ou papier, c'est tout simplement une donnée qui est interprétée directement par un humain, par un soldat, par un militaire. Ensuite, on en est venu à des données géographiques qui ne sont plus exploitées par l'être humain, mais qui sont exploitées par des machines, par des systèmes d'armes, qui soient aéronefs ou qui soient missiles. Alors bien sûr, ce sont généralement des données d'élévation, notamment pour les aéronefs et les missiles de croisière, mais aussi des modèles de cibles pour les missiles. Et enfin, le troisième type de données que nous diffusons, vous le connaissez tous, ce sont les flux d'informations, donc les web services. Vous connaissez tous Google, Google Maps, Waze. Eh bien, nous avons nos propres serveurs géographiques qui permettent de diffuser des web services aussi bien sur les théâtres d'opération, sur la ou sur la métropole. Alors, quels sont les enjeux du SIG pour nous? Alors, comme vous l'avez entendu, nous devons posséder en fait des SIG qui répondent aux différentes normes, qu'elles soient militaires, aux différents formats produits qui sont aussi militaires. Donc là, je vous ai donné quelques exemples de produits numériques qui sont vraiment spécifiques au domaine du militaire, donc des produits d'élévation avec ce qu'on appelle le produit DITED ici, que vous avez sur le format niveau 1 et niveau 2, donc avec un pas de 30 mètres. Et nous avons aussi bien des cartes donc USRP, ASRP. Et bien tout simplement, nous avons donc Global Mapper qui permet d'intégrer une multitude de formats et ici qui permet également de convertir ces formats dans d'autres formats qui permettent de garantir une certaine interopérabilité. C'est pour cela que dans notre jargon militaire, on qualifie un petit peu le Global Mapper de couteau suisse du SIG. Alors, les deux autres enjeux qui sont un peu des enjeux classiques, mais néanmoins très importants, ce sont tout simplement l'interprétation et la gestion des données, qu'elles soient ortho-images, modèle numérique d'élévation ou objets vectoriels. Objets vectoriels donc dans le domaine de la géographie, donc des données terrain, ou aussi bien des données donc vecteurs, bases de données métiers, plus dans le domaine du renseignement, qui sont quand même très très utiles. Eh bien, Global Mapper permet de répondre à ces besoins en termes de gestion de bases de données vectorielles et d'interprétation des données sur l'ortho-image, etc. En outre, nous avons besoin de capacités d'analyse et d'outils de géotraitement à travers des cartes de densité, des cartes de chaleur, des cartes de densité, des cartes permettant d'effectuer des calculs, que ce soit en calcul de distance, en intervisibilité. Et pour cela, Global Mapper, effectivement, est assez polyvalent, avec une prise en main qui est assez facile et donc permet de répondre aux besoins essentiellement au niveau tactique des unités au sein du ministère des Armées. Alors, j'en ai terminé un petit peu pour resituer le contexte en fait de l'utilisation de Global Mapper
au niveau du Minarme. Maintenant, je vais passer un petit peu au détail des différents scénarios que j'ai élaborés. Alors le premier, comme je vous l'ai dit en introduction, donc c'est la préparation d'une mission, d'un itinéraire en fait pour un convoi de véhicules blindés. Un scénario qui est assez simple en soi. Tout simplement, on va avoir un itinéraire, donc un convoi qui va partir du camp A, là ici sur la carte, et qui va se rendre tout simplement au camp B. Alors ça peut être bien sûr un convoi logistique, un convoi de transport de matériel. Là, on a pris le département des Vosges, histoire d'avoir un peu de dénivelé, tout simplement pour avoir une certaine problématique. En effet, là, on s'est donné la contrainte comme quoi les véhicules blindés que constituait le convoi ne pouvaient pas gravir une pente qui est supérieure à 30 degrés. Alors bien sûr, je le répète, hein, ces éléments sont fictifs, hein, je n'ai aucune donnée là-dessus. Et donc l'itinéraire doit passer également par 3 camps, donc le camp C, D et E. Hem Et pour cela, eh beh, pour étudier en fait cette analyse terrain et cette analyse tactique que nous devons mener, nous avons plusieurs données d'entrée. Que ce soit des données donc cartographiques, des données en images satellites, des données donc d'élévation. On a parlé tout à l'heure dans l'ancienne présentation de modèles numériques de terrain et de modèles numériques de surface. Et puis, nous avons bien évidemment des données de renseignement, qu'elles soient d'origine image, d'origine électromagnétique ou bien d'origine humaine. Alors là, je suis en effet sous Global Mapper. Nous avons tout simplement désigné et aux bonnes coordonnées les différents camps. Donc le camp A, le B, avec les différents camps intermédiaires, donc le C, le D et le E. Nous pouvons passer bien sûr avec de l'imagerie donc satellitaire, et donc l'itinéraire à prévoir et à établir va du camp A au camp Bravo. Alors, la première chose, c'est tout simplement d'effectuer, de créer un itinéraire, bien sûr en fonction des anciens itinéraires qui se sont passés. On va éviter de reprendre le même pour éviter en fait que l'ennemi anticipe tout simplement cet itinéraire. Donc là, on a fait un draft, on va dire, on va faire un premier jet d'itinéraire du convoi. Et la première chose à faire, ça va être tout simplement d'activer un petit peu les données d'élévation, où là j'ai mis tout simplement un peu de transparence sur le modèle numérique de terrain. Nous le voyons ainsi. Et on va, donc la première étape, ça va être d'étudier tout simplement, on l'a vu dans les précédentes interventions, tout ce qui est profil de tracé, la coupe terrain en 2 dimensions, avec l'étude du dénivelé et des pentes. Voici donc ce que le profil terrain nous donne. Nous identifions déjà d'un point de vue visuel des pentes qui pourraient un petit peu être problématiques, donc ici et ici. Je les symbolise donc sur la présentation en cercle rouge. Nous allons après vérifier donc effectivement les paramètres de l'itinéraire comme mes précédents intervenants. Donc là, nous allons tout de suite pouvoir se focaliser sur la distance totale, qui est à peu près de 80 km, avec un dénivelé total de 2700 mètres. Et nous avons tout simplement des informations sur la pente maximale du trajet, où là, nous voyons tout simplement que nous avons une pente maximale de 47 degrés 20 et qui est située au 68e kilomètre, 69 quasiment. Donc, nous remarquons que sur le graphique, par exemple, nous nous situons sur cette deuxième portion du trajet, avec la deuxième bulle rouge donc, qui est identifiée. Alors là, on voit déjà que l'itinéraire ne passe pas, nos véhicules blindés ne pourront pas passer. Donc ce qui sera intéressant, c'est qu'on va devoir en fait décaler cet itinéraire. Et la vision 2D là de coupe terrain nous permet pas d'avoir forcément les pentes à proximité. Il faudrait rejouer de façon itérative en fait des profils de terrain. Nous, ce qu'on va effectuer, c'est une analyse un peu plus spatiale. Et pour avoir cette représentation aux alentours en fait de l'itinéraire, on va essayer de passer par un outil qui est assez pratique en fait dans
Global Mapper qui s'appelle le nuanceur. Et nous allons tout simplement donc configurer ce nuanceur ici avec le nuanceur de pente. Le nuanceur de pente nous donne directement une représentation donc en noir et blanc de 0 degré, vous le voyez en fait dans l'échelle donc située à gauche, jusqu'à 15 degrés en noir. Alors là, on va nous essayer de paramétrer ce nuanceur tout simplement pour avoir une représentation plus visuelle et adaptée à nos besoins. Donc de 0 par exemple à 30 degrés et au-delà pour voir en fait toutes les pentes qui sont infranchissables. Alors on va aller dans le menu de configuration, tout simplement, dans les options du nuanceur, on va pouvoir ici configurer le nuanceur de pente avec la pente minimum et la pente maximum. On va configurer donc pourquoi pas la valeur minimum en jaune et la valeur maximum en rouge avec du 45 degrés. Et cela nous permet ainsi d'avoir une représentation un peu plus représentative, un peu plus interprétable en tout cas dans notre mission. Donc en jaune, nous avons des pentes qui vont vraiment être proches du 0, 5 degrés, donc très faciles à franchir pour nos blindés. En revanche, toutes les pentes qui vont être supérieures à 30 degrés, donc plus en orange et rouge, vont être beaucoup plus problématiques. On voit déjà que visuellement, certaines zones vont vraiment poser problème. Alors, en zoomant sur l'itinéraire, on va essayer d'identifier donc effectivement plusieurs choses, mais avant toute chose, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir visualiser tout simplement ces informations en vecteur. Pourquoi? Parce que là, nous avons l'information directement au pixel avec la pente, mais ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir tout simplement donc mettre les couches supérieures à 30 degrés en rouge directement et superposer à notre carte, à notre itinéraire. Alors pour cela, il y a un outil qui est très pratique dans Global Mapper qui permet de convertir tout simplement notre raster en vecteur et ainsi de jouer tout simplement sur le vecteur. C'est quand même beaucoup plus facile de jouer sur du vecteur. Alors là, donc j'utilise l'outil qui est de création d'entités de surface à partir de valeurs égales. Donc je vais transformer mon nuanceur, là, mon affichage de MNT en nuanceur de pente, directement en vecteur en paramétrant le flou de pente autorisé ici. Pour avoir en fait des espacements de 10 degrés, je vais donc paramétrer la moitié, 5 degrés, et ça nous donnera tout simplement des intervalles de 10 degrés pour chaque couche. Ainsi, voilà, vous le voyez à l'écran, j'ai découpé en fait mon raster en vecteur avec, on le voit bien, donc chaque symbole, chaque représentation jaune, orange, rouge correspond à une tranche de pente sur la zone en question. Là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai d'autres options tout simplement en fait dans Global Mapper qui vont me permettre de partager cette couche en fonction d'un attribut spécifique de ma couche donc qui a été créée, qui s'appelle pente Vosges là. Donc je vais cliquer droit dessus et je vais partager cette couche en couches distinctes en fonction du valeur attributaire. Ceci me permet directement de désigner ma pente maximale ici et j'ai ainsi plus une couche mais toutes les couches à gauche que vous voyez dans mon centre de contrôle qui permet de directement distinguer les pentes inférieures ou égales à 10 degrés, à 20, à 30 et jusqu'à même 80 degrés. L'étape suivante, tout simplement, je vais pouvoir représenter uniquement les pentes qui sont supérieures à 40, enfin supérieures strictement à 30 degrés, donc j'active les 40, 50 jusqu'à 80. Et donc en fond, dès que je vois de la cartographie, eh ben, je sais que mon blindé, mon convoi de blindés peut passer. Et là maintenant, on va pouvoir s'attacher aux zones plus précises au cours de l'itinéraire, notamment par exemple la première zone ici que vous voyez donc en violet avec un cadran violet donc sur la présentation. Et ainsi en zoomant, donc le tracé a été rapidement fait, bien évidemment, mais vous pouvez voir déjà que tout simplement vous avez une portion là où l'itinéraire ne va pas passer. Il faudra donc prévoir un itinéraire bis, tout simplement prévoir un autre trajet, soit en contournant. Alors bien sûr, ceci est à corréler avec une interprétation qui est avec de l'ortho-image, pour savoir tout simplement si on est dans une forêt dense ou pas. Et donc, il faudra décaler en effet
la portion de l'itinéraire là de quelques mètres ou passer, on va dire dans des trous, permettant dans des talwegs permettant d'avoir des pentes qui sont inférieures ou égales à 30°. La deuxième portion qui est proche du camp delta, qui est un peu après, donc là vous voyez avec 2 virages en U, ici. Eh bien tout simplement, là on voit qu'effectivement au niveau des sommets un petit peu des montagnes, nous avons des pentes qui sont vraiment plus abruptes, hein, donc en orange et en rouge. Et effectivement, là, c'est pareil, il faudra donc contourner un petit peu l'itinéraire pour pouvoir que nos blindés puissent passer tout simplement et réussir leur mission. Le troisième, donc la troisième portion qui a été identifiée, là effectivement, nous voyons tout simplement que juste avant d'arriver en fait au camp Bravo, donc tout simplement mon arrivée, eh bien, nous voyons que nous traversons une zone de forte végétation et avec des pentes qui sont légèrement supérieures à 30°. Donc là, il faudra envisager de peut-être passer par la clairière ou peut-être là, nous avons un trou effectivement avec des pentes qui sont inférieures ou égales à 30°. Alors, cette analyse terrain, bien sûr, là pour l'instant, nous l'avons fait qu'avec la pente, mais il faudrait donc la coupler, pourquoi pas avec des ortho-images encore plus fines, mais également on pourrait étudier tout simplement les images, notamment dans le domaine multispectral, avec des images en moyen infrarouge, proche infrarouge, permettant de faire des calculs en fait d'indices, indices de végétation, indices d'eau, d'humidité, permettant tout simplement de détecter si les zones sont boueuses ou pas, où il y aurait un risque potentiel pour que nos véhicules s'embourbent avant d'arriver à destination. Également, une troisième analyse qu'on pourrait mener, ce sont l'analyse des sols, donc s'il est type argileux, type calcaire, etc. Mais bien entendu, il faut pouvoir disposer de ces bases de données. Et généralement, ça, à l'étranger, c'est toujours un peu plus compliqué. Alors, une fois que nous avons fini cette analyse du terrain, nous allons passer à la deuxième partie de notre analyse, une analyse qui est plus tactique. Au départ, on va essayer d'évaluer un petit peu la protection du convoi, c'est-à-dire qu'en cas d'attaque, comment peut-on riposter? Aussi, il convient en fait de pouvoir mesurer la portée de nos armements autour de cet itinéraire. Alors bien sûr, en fonction de l'armement du convoi, on va essayer de créer en fait ces portées d'armement en fonction des différents types d'armement. Donc ça peut aller de l'arme légère d'infanterie, hein, type FAMAS, HK416, des portées donc de quelques centaines de mètres. Et après, on peut monter en calibre plus fort avec de la 12,7 ou du 14 ou 20 mm, etc. Eh bien, l'enjeu va être de pouvoir créer en fait ces portées de tir, notamment avec l'outil donc moi j'appelle buffer, mais qui se nomme également en fait dans Global Mapper de zone tampon. On l'appelle en zone tampon. Donc là, je vais directement pouvoir cliquer en fait sur cette icône pour créer directement une zone tampon autour en fait de cet itinéraire. Là, je vais créer ma première portée donc d'armement à 100 mètres. C'est pareil, c'est un chiffre qui a été pris un nombre qui ont été pris vraiment de façon aléatoire. Et nous allons pouvoir tracer donc ce premier buffer aux alentours de l'itinéraire, nous permettant de représenter donc cette portée. Ensuite, on a fait 2 autres portées avec des calibres un peu plus grands, donc à 500 et à 1000 mètres. Donc le 100 mètres donc en rouge, qui est vraiment à proximité en fait de l'itinéraire. Le deuxième, donc 500 mètres en orange, et en jaune, la portée à 1000 mètres. En zoomant un petit peu dessus, eh bien tout simplement, nous arrivons à donc un détail de la portée de nos armements, donc afin de protéger notre convoi, ou si nous devons intervenir donc à proximité, s'il y a des troupes terrestres, comment les appuyer, etc. Alors, ceci termine un petit peu l'évaluation sur la protection du convoi. Il y a une autre étape, évidemment, j'en ai parlé dans les données d'entrée, avec l'utilisation de données d'entrée telles que des données de renseignement. Là, je vais donc vous montrer un petit peu une sorte d'analyse en fait d'évaluation sécuritaire en fait de la zone. Donc là, j'ai créé tout simplement des événements qui se sont passés en fait sur cette zone-là, où les insurgés sont bien implantés en fait, et on doit traverser tout simplement cette zone. Donc j'ai créé une table événements, donc une base de données, tout simplement une couche vectorielle, hein. J'ai créé 161 événements
qui ont été répartis donc en différents types, comme vous pouvez le voir, donc des attaques, tout simplement avec le symbole de fusil d'assaut. D'accord, nous envoyons avec l'acronyme ATK, d'accord, pour attaque. Ok. Et après, nous avons également un deuxième type d'événements qui sont des tirs de mortier. IDF pour indirect fire, ce sont des tirs indirects. Et nous avons donc le troisième type d'événements qui pourront être des IED, tout simplement des bombes artisanales, des engins explosifs improvisés et qui sont simulés donc par une explosion qui est souvent déclenchée par un téléphone. Voilà. Alors, ces événements, bien sûr, il faut pouvoir les évaluer. Il faut pouvoir analyser ces informations. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, on a toujours des bases de données qui vont être liées à des comptes rendus d'événements, etc. Là, on va zoomer un petit peu sur le camp B pour vous expliquer un petit peu comment cette base de données a été constituée. Donc là, nous voyons bien évidemment donc les différents objets, hein, les différents événements. Donc attaque, d'accord, IED pour ce symbole-là, et les tirs de mortier, donc avec le symbole donc ici IDF. Eh bien, cette base de données, généralement, est souvent liée donc à des comptes rendus de renseignements, qui soient images, comme on l'a dit auparavant, humains ou électromagnétiques. Eh bien, nous pouvons lier tout simplement dans Global Mapper des comptes rendus. Et ce qui est intéressant, c'est une fois qu'on a lié ces comptes rendus, eh ben, avec le bouton I de information, nous pouvons cliquer sur cet objet et ouvrir le lien directement dans Global Mapper avec l'outil dédié. Donc là, par exemple, j'ai généré tout simplement un compte rendu de renseignement sur l'attaque qui s'est passée exactement à cet endroit-là. D'accord, avec une description très légère, hein. Le but, c'était de vous montrer la capacité du SIG à créer des liens. Donc, ça peut être vers des flux vidéo également, vers de l'imagerie, etc. Là, c'est un document qui permet tout simplement d'interpréter l'événement qui s'est passé à cet endroit-là. Alors, une fois qu'on a cette base de données qui est constituée, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir l'analyser, comme on l'a dit précédemment. Cette analyse passe au départ par une analyse sémantique. Et en premier lieu, lorsqu'on consulte tout simplement la table attributaire pour bien comprendre, là, dans cette table attributaire, donc j'ai créé trois champs, tout simplement un champ date, un champ type, donc pour répertorier si c'est une attaque, si c'est un IED ou un tir de mortier. La description que je n'ai pas remplie parce qu'elle peut être très très longue, et puis le lien tout simplement du compte rendu de renseignement. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on a une énorme base de données, c'est de pouvoir tout simplement rechercher des éléments à l'intérieur. Eh bien, Global Mapper propose un petit outil qui est ici, là, qui est un outil de recherche que je nomme moi un requêteur, hein, qui permet tout simplement, quelle que soit la base de données, eh bien, de faire une requête sur cette base de données à travers la construction d'une requête. Ici, on va retrouver tout simplement les champs qui sont disponibles et ici les valeurs en fait tout simplement de ce champ. Et la construction de la requête passe par tout simplement un champ, un opérateur et une valeur. Ici, je recherche tous mes événements qui sont de type attaque. Ainsi, là par exemple, dans le résultat de ma recherche, j'ai 44 éléments qui sont de type attaque. Donc là, je vois que sur mes 161 éléments, par exemple, j'en ai que 44 qui correspondent à des attaques. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir complexifier un petit peu cette requête à travers, par exemple, une deuxième requête où on va étudier, on va dire, une période plus spécifique. Là, par exemple, j'ai fait une requête avec une date qui est inférieure ou égale donc au 1er février. Alors, bien sûr, il faut que la date soit bien formatée. Et donc là, nous n'avons plus que 33 éléments. Alors, on l'a montré précédemment, bien évidemment, on peut séparer notre analyse en fonction des types d'événements. Bien évidemment, ce ne sont pas forcément toujours les mêmes donc insurgés, les mêmes attaquants qui vont effectuer des attaques par contact ou des tirs de mortier ou des tirs indirects. Donc on va diviser en fait cette couche également en couches distinctes en fonction d'un attribut, donc par exemple le type, et ainsi on va pouvoir donc voir visuellement ce découpage à travers trois nouvelles couches, attaque, tir IDF et IED. Là, nous voyons tout de suite que nous avons 44 éléments
dans attaque, IDF donc 86 et 31 éléments. Et là, on peut étudier séparément la répartition des attaques, des tirs de mortier et des bombes artisanales. Alors une fois cette analyse sémantique qui peut être bien sûr poussée de façon beaucoup plus approfondie, bien évidemment, là on est plus sur un aspect démonstration, eh bien on va ensuite s'attaquer à l'analyse spatiale, tout simplement à travers un outil qui est bien pratique dans Global Mapper qui s'appelle la carte de chaleur et qui permet tout simplement de déterminer les points chauds de ces événements. Alors, pour cela, je vais donc effectivement activer ma couche événement et je vais appliquer donc l'outil, je vais directement utiliser l'outil carte de chaleur qui est à cet endroit-là sur ma couche événement. Je vais paramétrer mon rayon de recherche pour détecter en fait tous les événements qui sont à proximité, qui sont dans ce rayon de recherche. Et avec un nuanceur Atlas qui permet d'avoir une représentation très graphique, très visuelle tout simplement, de bleu à rouge pour rouge les plus fortes concentrations. Alors, évidemment, on va voir là de façon plus détaillée comment on peut donc créer une carte de chaleur donc sur un événement, mais également par type donc d'événements sur les attaques, les tirs de mortier et, et tout ce qui est explosif. Et là, je vais le mettre en valeur à travers un deuxième outil qui est un outil en fait d'animation qui permet d'afficher dynamiquement les différentes couches qui ont été activées. Et on va voir la différence tout simplement de, de concentration des événements en fonction des types d'événements. Donc là, j'ai activé la vidéo. Donc là, normalement, vous devez voir donc ma souris qui permet de sélectionner tout simplement les différentes couches. Je vais utiliser donc la barre d'outils animée, je les ajoute et après je fais play, permettant de jouer dynamiquement chaque couche, les événements, puis les cartes de chaleur. Et vous voyez tout simplement que les points rouges ne sont pas forcément les mêmes entre les différents événements, que ce soit des attaques de proximité, des tirs de mortier ou des explosifs. Et ainsi, on va pouvoir se concentrer, bien sûr, par rapport euh, à ces concentrations et par rapport, bien sûr, il faudra coupler avec d'autres bases de données, notamment des informations sur les factions qui sont en vigueur aux différents endroits et donc les coupler et fusionner ces éléments-là. Alors maintenant que nous avons vu l'analyse spatiale, on va pouvoir basculer en fait sur une troisième catégorie d'analyse, l'analyse temporelle. Ce qui serait intéressant, c'est pouvoir représenter de façon chronologique en fait tout simplement ces événements. Et pour cela, on a des outils qui sont assez pratiques aussi dans Global Mapper, notamment tout ce qui est gestion de graphiques et qui est présent directement dans analyse gestionnaire de graphiques et diagrammes et qui permettent de représenter une frise chronologique tout simplement des objets qui sont dans la couche qui a été activée. Pour cela, donc, je paramètre tout simplement mon graphique avec tous les attributs, notamment la date, puisque là, c'est ce qui nous importe. Et nous pouvons, donc, en quelques clics, représenter tout simplement le nombre d'événements qui a eu lieu dans le secteur. Et nous pouvons, par exemple, là, remarquer qu'il y a une concentration d'événements qui a eu lieu donc, le 5 janvier 2023 et là, un deuxième pic, on va dire le 15 février. Nous avons également une concentration en fait d'événements qui a eu lieu avant le 31 janvier. Alors là, bien sûr, il faudra corroborer en fait ces informations donc temporelles avec des informations spatiales et sémantiques pour arriver à du renseignement un peu plus poussé et pour bien évidemment fournir une analyse tactique qui permette d'anticiper tout simplement les attaques ou de prévenir tout simplement les attaques pour notre itinéraire du convoi de blindés. Alors j'en ai terminé un petit peu pour ce scénario 1. Je vais désormais en fait basculer sur mon deuxième scénario. Vous l'avez en tout cas bien compris que c'est à travers différentes analyses à la fois terrain et tactique que Global Mapper nous permet en fait de préparer les éléments au profit d'une mission terrestre. Maintenant, nous allons passer à une mission, donc la préparation d'une mission tactique aérienne.
Alors je le répète, le scénario est toujours fictif, hein. Donc là, l'objectif principal en fait de cette mission aérienne, c'est tout simplement de neutraliser en fait des cibles qui sont donc à cet endroit-là, qui sont symbolisées en fait par le triangle rouge. Nous avons des avions qui vont partir, donc de type Rafale, qui vont partir de la base aérienne de Mont-de-Marsan. Donc le côté ami, vous l'avez bien compris, est à l'ouest de la frontière ici, là, et puis le pays ennemi, on va dire, est du côté est de cette frontière symbolisée par un trait rouge. Nous avons une zone de contact, donc effectivement ici où les deux forces terrestres, aéroterrestres s'affrontent effectivement sur cette zone tampon. Et l'objectif donc de ce scénario, c'est bien sûr de trouver le meilleur itinéraire pour le profil de vol le plus adapté pour nos Rafales, pour qu'ils puissent en fait délivrer de l'armement, pour neutraliser en fait ces cibles qui peuvent tout simplement représenter un poste de commandement, un, un dépôt de munitions, un entrepôt de munitions, etc. Alors, on aurait pu aller beaucoup plus loin hein, sur la mission aérienne avec potentiellement la préparation de missions drones sur la zone de contact. Alors, dans les temps impartis, ce n'est pas possible. Donc, on s'est exclusivement donc focalisé sur la préparation de la mission aérienne pour le vol donc d'aéronefs pour neutraliser les cibles. Une mission bien sûr aérienne est beaucoup plus complexe que ça. Alors en données d'entrée, nous allons utiliser bien sûr les données que nous avons en fait sur les cibles. Puis, nous allons passer en fait sur des données géographiques, cartes, images satellites et modèles numériques de terrain. Nous connaissons bien évidemment la composante aérienne, donc combien de rafales, de quoi ils sont équipés, combien de drones, est-ce que nous avons des avions de surveillance aérienne de type AWACS. Nous connaissons bien évidemment notre espace aérien et nous connaissons une partie de la situation ennemie. Alors, on ne connaît jamais toute la situation ennemie, mais en tout cas, nous avons des éléments de renseignement qui permettent de définir une situation ennemie. Et c'est en fonction de cela que nous allons tout simplement analyser la mission pour mener à bien et accomplir tout simplement la neutralisation des cibles qui ont été ici. Alors là, j'ai basculé donc sur Global Mapper, symbolisation de la frontière, des cibles. Ce qui est important, c'est de représenter tout de suite les zones de contact, d'accord. Puis nous allons, la première chose, c'est tout de suite en fait avoir des éléments de renseignement sur la présence de systèmes solaires, donc qui sont censés neutraliser en fait tous les aéronefs. Donc ce sont des missiles tout simplement qui sont tirés depuis le sol et qui peuvent atteindre donc des aéronefs. Donc là, on a 7 systèmes solaires de type 1 et nous avons également des solaires de type 2 qui sont essentiellement à proximité de la cible, des cibles à neutraliser. Alors ensuite, au niveau de la situation, nous avons du côté ami, donc déjà la base de Mont-de-Marsan qui est ici où les avions vont décoller. Nous avons également mis en place des zones de protection où les rafales peuvent évoluer, admettons pour protéger en cas d'intrusion d'avions ennemis dans notre, dans notre pays. Et nous avons ici symbolisé en vert, pourquoi pas une zone drone, donc d'évolution de drone pour protéger, pour être en appui en fait des troupes terrestres. Alors, la première chose à faire, c'est tout simplement d'analyser la menace. Nous allons donc étudier les caractéristiques des systèmes solaires, donc de type 1 et de type 2. Là, je vous ai donné quelques éléments purement inventés, je le répète. Donc avec une portée, par exemple, pour les solaires 1 de 40 km. Alors, ils sont performants, j'ai donné ça comme caractéristique, en moyenne altitude et en haute altitude. Et nous avons donc des systèmes solaires de type 2 qui vont avoir une portée de 20 km et qui sont assez performants de la basse altitude à la haute altitude, mais qui ont une portée un petit peu moindre. Là, il va s'agir tout simplement de représenter les portées de ces systèmes sur notre SIG. Alors, pour cela, dans Global Mapper, nous pouvons sélectionner bien sûr tous les objets en fait de type solaire 1 et nous avons un outil qui est assez pratique qui s'appelle outil de création de cercles concentriques ou d'ellipses concentriques et nous pouvons tout simplement définir la distance, en fait le rayon de 40 km pour ces systèmes solaires 1.
Nous traçons ainsi la portée de ces systèmes et nous allons faire la même chose pour les systèmes de solaire de type 2 où nous traçons tout simplement les portées de 20 km. Alors déjà, là nous voyons qu'en profil de vol de moyenne à haute altitude, nous voyons que on va dire que la pénétration au niveau territoire ennemi va être très très compliquée. Donc on va essayer de pouvoir étudier d'autres situations. Alors bien sûr, vous allez me dire, on pourrait passer par le haut. Alors il y aurait moins d'intérêt. On va essayer de focaliser que sur cette partie-là, tout simplement. Et on va essayer de voir s'il y a d'autres profils de vol qui peuvent être intéressants. Alors c'est pour ça qu'on va étudier tout simplement les performances en basse altitude. On va activer notre modèle numérique de terrain. Alors là, bien sûr, j'ai utilisé les plus-values Global Mappers connectés à des web services, notamment avec des données d'élévation en fait sur le monde entier. Euh, Là, donc nous allons passer en transparence un petit peu pour un peu mieux voir en fait tout simplement les études de performance en basse altitude. Et il y a un outil qui est assez pratique dans Global Mapper qui permet d'effectuer des intervisibilités. Donc là, on va simuler en fait ce que voit un radar à basse altitude. Donc là, on va utiliser donc cet outil, donc champ de vision, intervisibilité, qui permettent de paramétrer tout simplement donc l'altitude de l'émetteur, l'altitude du récepteur, c'est-à-dire de l'avion, à quelle hauteur il va voler, admettons 500, 600 pieds, 400 pieds, tout va dépendre bien sûr du pilote et des contraintes opérationnelles. Et ensuite, on va tout simplement générer cette intervisibilité à 40 km. Voici ce que cela donne en fait pour les systèmes solaires de type 1 et nous allons générer la même chose pour les systèmes de solaire de type 2. Et là, nous voyons qu'effectivement, certains radars en basse altitude vont comporter quelques faiblesses. Il va y avoir vraiment des trous en fait, et on va essayer tout simplement d'adapter en fait d'effectuer un itinéraire où c'est un meilleur compromis entre les menaces, qu'elles soient aériennes ou qu'elles soient solaires. Alors là, en menace air, j'en ai pas précisé, mais il faut bien s'attendre bien sûr à des avions ennemis. Là, pour notre trajet, eh bien, tout simplement, on s'est rendu compte qu'il y avait des trous de détection en fait à ce niveau-là, et puis sur la deuxième partie, pour atteindre la cible. Donc, si l'on zoome tout simplement sur cette partie, eh bien, on pouvait en voir que en suivant le lit de la rivière, là, une sorte de talweg, hein, tout simplement, eh bien, nous pouvons échapper à la détection en fait des différents systèmes solaires. Donc là, pour la première partie de trajet, et puis pour la phase un petit peu finale en fait de l'itinéraire, donc la deuxième phase, où là, nous voyons bien qu'en remontant tout simplement le long du Talweg, ben, le relief va cacher en fait le creux de la vallée et nous permet tout simplement de nous faufiler jusqu'à la cible sans être détecté. Alors, ça, c'était pour l'analyse de l'itinéraire. Maintenant, bien évidemment, il faut détecter l'analyse de la cible et de ses effets. Là, nous avons désigné donc une cible au hasard, hein. Je n'ai rien contre l'azote artisanal qui est situé à cet endroit, bien évidemment. Là, l'objectif, ça va être bien sûr de répondre à plusieurs questions. Quel type de bâtiment, est-ce? Quels sont les types de matériaux qui sont utilisés? Et bien évidemment, en fonction de ces questions, il va falloir adapter sa munition, si c'est de la charge de 250 kg, 500 kg, 1000, etc. Alors, pour, heu, pour représenter au mieux en fait cette partie finale, ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi des objets en fait, des données, vectorielles sur le secteur, des objets, tout simplement là, je me suis connecté à la base de données vecteur, donc de l'IGN, la base de données topo, qui permet de représenter tout simplement les bâtiments sur le secteur. Et ainsi, je vais pouvoir utiliser en fait leur base de données, notamment un attribut qui est assez intéressant, qui correspond à l'altitude maximale du toit, tout simplement pour passer en 3D, pour représenter mes bâtiments en 3 dimensions. Donc là, il suffit d'aller dans les paramètres de la couche pour pouvoir paramétrer en fait l'altitude, la hauteur des bâtiments et qui permettent de générer, de passer en 3D, de générer, d'extruder en fait les objets. Alors en 2D et demi, puisque effectivement on est en 2D et demi avec ce paramètre d'attribut.
Je suis donc passé en 3D, j'ai laissé mes intervisibilités. Alors tout simplement la cible, si vous voyez en fait mon pointeur laser, elle est située dans le creux, là on voit bien les reliefs de part et d'autre, hein. Eh bien le but c'est se focaliser en fait, c'est se faufiler à travers les creux de détection des intervisibilités pour après frapper en fait cette cible. Et là nous rendons compte tout simplement que le relief peut être problématique en fait sur l'axe d'arrivée en fait des cibles. Là, par exemple, quand on s'approche, on voit bien le relief de part et d'autre en fait de notre cible. Eh bien, si l'on croit l'itinéraire en fait que j'ai effectué au départ, qui est de 5 degrés, là j'ai représenté tout simplement mes objets en 2D et demi, là en 3D. Eh bien, on voit que le relief va nous cacher un petit peu cette partie-là, va nous cacher un petit peu la partie qui peut être problématique. Alors qu'à un différent cap, nous voyons tout simplement nos 3 cibles qui sont représentées en rouge là, de façon bien plus conséquente, heu, donc pour mieux visualiser, tout simplement la cible et la neutraliser. Ainsi, il va falloir donc, je pense, corriger, tout simplement l'itinéraire, pour, avoir un visuel, beaucoup plus facile, pour le pilote. Alors, on repasse en 2D, j'ai symbolisé mes cibles en rouge effectivement sur cette zone. Là, c'était l'axe à 5 degrés, l'axe d'arrivée tout simplement à 5 degrés pour les aéronefs pour neutraliser ces cibles. Eh bien, en générant tout simplement les courbes de niveau, c'est une autre option, une autre fonction qui est disponible dans Global Mapper, eh bien, nous allons pouvoir tout simplement arriver avec des informations directement plus explicite en termes de dénivelé. Et nous voyons très bien là que effectivement nous avons un relief qui est assez fort au niveau des dénivelés et qu'il faudra privilégier sur un axe d'attaque qui vient plus du 90, 100 degrés, admettons, pour vraiment avoir un visuel complet tout simplement sur cette zone-là. Et l'analyse finale, mais qui arrive souvent en premier, c'est surtout l'analyse des effets de l'armement qu'on peut avoir en fait tout simplement sur nos cibles. Un outil très pratique que je vous ai cité précédemment, c'est tout simplement les buffers. Donc là, j'ai fait des buffers fusionnés en fait sur les 3 cibles. Là, à 100 mètres, à 200 mètres et 300 mètres. Alors le but, c'est évaluer donc ces distances hein, d'explosion en fait des munitions et de voir tout simplement si nous avons des dommages collatéraux aux alentours en fait de l'explosion. Là, on voit par exemple que si les zones orange en habitation au-dessus euh, donc sont vraiment bel et bien des zones d'habitation, eh ben on va privilégier tout simplement des armements qui ont une moindre portée, et donc qui ont qu'une portée de 200 mètres en effet de souffle et en explosion. Voilà. Alors, ceci termine un petit peu mon scénario 2. Je vais donc basculer à ma conclusion. Alors, je vous ai mis en parallèle, comme ça vous pouvez suivre, et en parallèle donc la vidéo en fait où on peut faire du suivi de terrain tout simplement avec Global Mapper. Donc là, je vous ai mis la phase un petit peu terminale de l'itinéraire où on arrive sur la cible. Et ça me permet ainsi en parallèle d'exprimer un petit peu les derniers éléments, la synthèse un petit peu de Global Mapper, comment il est utilisé au sein du Minarm. Alors il faut savoir que c'est un SIG qui c'est vraiment le SIG qui est le plus répandu au sein du ministère des Armées, hein, il est très simple d'utilisation, il a tout de suite, il a vraiment une prise en main qui est assez facile et a gagné un petit peu le cœur des militaires au sein du ministère des Armées. De par également sa polyvalence, hein, on a vu des nombreux outils, hein, je vous en ai montré que quelques-uns hein, par rapport au temps qui m'était imparti. Et bien sûr, c'est un SIG qui est vraiment adapté aux besoins des armées, notamment au niveau tactique, donc principalement. Alors là, on arrive sur la cible, donc le guidage terminal avec la représentation 3D tout simplement des cibles. Alors, je vous l'ai dit en présentation, donc j'ai été formé un petit peu en développement d'outils Carto et j'ai eu l'opportunité d'avoir le kit de développement également Global Mapper et j'ai pu également développer des outils dédiés au sein du ministère des Armées au profit des forces, tout simplement en outils de situation tactique, en baptême terrain, en outils de conversion vers des systèmes d'armes. Donc c'est un outil qui est vraiment un plus et qui est très très pratique et qui permet de compléter le besoin qui est déjà bien rempli au départ par Global Mapper.
Eh bien voilà, ceci conclut un petit peu ma présentation. Je suis désormais disponible. Alors je crois que j'ai un peu dépassé le temps, mais je suis désormais disponible pour répondre aux questions si vous en avez. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Thibault, pour cette présentation vraiment très dynamique et elle aussi très illustrée. Même si on naviguait dans des scénarios fictifs, vous nous avez bien emmenés dans vos problématiques métiers et ce de manière vraiment très claire. Et je crois que vous nous avez bien dépaysés. Je crois qu'on est beaucoup à avoir appris beaucoup de choses. En très peu de temps, vous nous avez d'ailleurs montré de bien nombreux outils de Global Mapper, hein, de l'intervisibilité en passant par les zones tampons, les buffers, les profils de tracé, les cercles concentriques, le nuanceur jusqu'au visualisateur 3D. C'était vraiment très complet. Merci beaucoup. Merci à N'hésitez vous. pas si vous avez des questions à poser au lieutenant-colonel Thibault. Hein. Je vois pas de questions pour l'instant dans le panneau de chat, mais ce que je vous propose peut-être, c'est s'il y en a qui viennent d'ici la table ronde, vous les transmettre à ce moment-là. Si ça vous va, on fait comme ça. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ouais. Et donc je m'adresse aux participants. Hein. N'hésitez pas, hein, c'est vraiment l'occasion pour poser toutes vos questions. Ah, je vois une question. Quid de l'évolution du DITED 2? Oui, alors là, c'est une question spécifique. Oui, effectivement, alors là, pour l'instant, ce sont des anciens formats, le dit TED 2. Et effectivement, on va évoluer vers des formats comme ils ont été mentionnés précédemment, au format géotif notamment, avec des pas de résolution qui sont bien plus réduits que du 30 mètres. On va être proche du 10 mètres, etc. Je pense que c'était cette question-là qui était visée. Donc effectivement, les formats vont être un peu plus évolutifs, un peu plus, voilà, on participe nous nos experts participent à des réunions au niveau international et effectivement, de nouvelles Mhm. spécifications sont données et on s'orienterait vers des modèles numériques de terrain, au format géotif, tout simplement, D'accord, d'accord. pour des D'autres modèles questions? numériques. Oui, pardon. Non, il n'y a pas de souci, c'est moi qui vous coupais la parole. Voilà, le participant vous remercie de votre réponse. Je vois pas d'autres questions. Bon. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose de passer à la suite. Et encore une fois, il ne faudra pas hésiter de profiter de la table ronde tout à l'heure pour poser vos questions s'il y en a qui émergent d'ici là. Encore un grand merci, lieutenant-colonel Thibault, pour cette très belle présentation. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous.